Donc c'est au tour de Fanny Boone et Delphine Oresser de nous parler de baisser l'agression environnementale. Avoir un peu d'aide. Ah, c'est bon, parfait. Donc, après Marseille, Toulouse, ça fait la tournée des accents du coin. Merci beaucoup au comité scientifique, comité Réa, comité IDE de nous avoir permis de présenter ce topo. Moi, je m'appelle Fanny Boone et je suis médecin anesthésiste réanimatrice au CHU de Toulouse. Moi, c'est Delphine Oresser et je suis infirmière à l'hôpital Rangueil en réanimation polyvalente. Voilà, et on va vous parler de comment on essaie au quotidien de baisser l'agression environnementale ou les inconforts en réanimation. On n'a pas de conflit d'intérêt avec cette présentation et au contraire, comme vous, je pense, beaucoup d'intérêt. Alors, on va commencer. Pourquoi les patients en réanimation, ils sont inconfortables ? Parce que tout simplement, en fait, ils sont dans une détresse vitale et leur survie dépend d'un tiers, c'est-à-dire nous, soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants. Et pour ça, ils ont absolument, c'est de notre ressort de devoir les réconforter. Les inconforts, en fait, c'est assez simple. Nous, on doit rentrer dans la chambre du patient, on doit être capable de se dire « Ah, tiens, le patient, il est inconfortable. Pourquoi ?» Donc, il faut savoir les connaître, il faut savoir les évaluer pour une meilleure prise en charge. Et les réconforts, c'est à peu près pareil. Il faut savoir les connaître, les reconnaître et les proposer pour le patient. Donc, on n'a plus à démontrer que la réanimation, ça reste une agression et vraiment difficile pour les patients. Il y a de nombreuses études qui montrent des troubles cognitifs à distance après la réanimation. Ce qui est clairement démontré, c'est que plus les patients vont être en délirium, plus ce délirium sera prolongé, plus ils auront de troubles cognitifs à distance. Et ça fait le lit de ce qu'on appelle le syndrome post-réanimation ou post-intensive care syndrome, où vont s'accumuler de nombreuses problématiques physiques, psychologiques, des désordres nutritionnels, musculo-squelettiques chez les patients. Et à nous d'essayer de limiter vraiment l'agression en réanimation pour, on espère, diminuer la survenue de ce pic. En réanimation, pour les patients, tout peut être sujet à de l'inconfort, mais vraiment absolument tout, que ce soit en rapport avec le malade, avec la pathologie, avec l'environnement du patient. Et en fait, ici, on aimerait bien que vous reteniez 5 concepts et 5 inconforts qui sont vraiment indispensables et faciles à évaluer de façon quotidienne. Et comme on vous disait, il faut que vous les connaissiez pour pouvoir après les repérer quand ils surviennent pour bien les prendre en charge. Donc là, je vais vous présenter, c'est un édito, une lettre de Gerald Shank et de Kathleen Pontio, dont ce sont les thématiques de recherche, et Judith Nelson aussi, et je vous engage vraiment à lire ce qu'ils ont écrit. Et donc, s'il y avait 5 inconforts que vous devriez évaluer quotidiennement, ce sont ceux-là. La douleur, et on va les revoir les uns après les autres, la dyspnée, l'anxiété, la soif et le sommeil. Alors, c'est assez facile à retenir, je vous les ai mis dans cet ordre-là, comme ça, vous pensez à l'acronyme de la DAS et vous en rappellerez. D'accord ? Douleur, dyspnée, anxiété, soif, sommeil. Donc on va parler du premier symptôme qui est la douleur. La gestion de la douleur, elle est subjective, elle est propre à chaque patient et c'est vraiment quelque chose d'individuel. Il y a des études qui ont démontré que la douleur au repos, elle est associée plutôt à des sujets jeunes, en post-opératoire, des sujets qui présentaient de l'anxiété et dépression pré-op. Et notamment per procédure, bien entendu, lors de l'insertion de cathéter, l'ablation ou le redret de redond de drain thoracique, et surtout lors des aspirations trachéales. Ça a été rapporté par les patients que c'est vraiment quelque chose de très douloureux et désagréable. Donc en fait, ici je reprends l'algorithme de Gerald Shank qui est assez simple dans la manière d'aborder les choses avec les patients, mais ça fait partie des choses qu'il faut faire quotidiennement et même plusieurs fois par jour. C'est demander au patient, êtes-vous confortable ? Vous avez vu, il n'a pas marqué inconfortable. Êtes-vous confortable ? Oui ou non ? En fonction de la réponse, dans tous les cas, on va demander à coter la douleur. Pour les patients qui sont en capacité de répondre, bien entendu. Cotez votre douleur de 0, pas de douleur, à 10, la plus grande douleur imaginable. Et en fonction de la cotation, vous allez pouvoir affiner, demander au patient s'il peut localiser sa douleur
et vous allez après suivre votre protocole d'analgésie sédation du service. Pour les patients qui auraient du mal à localiser la douleur et à décrire l'intensité, soit vous passez sur une évaluation avec une échelle verbale simple, j'ai un peu mal, moyennement, beaucoup, ou il faut quand même rechercher le délirium s'il n'est pas en capacité d'évaluer sa douleur. À l'inverse, les patients qui ne sont pas capables de donner une réponse, parce que d'une part ils sont sédatés ou en délirium, vous allez utiliser d'autres échelles. Donc vous allez utiliser des échelles d'évaluation, d'hétéroévaluation, telles que le BPS, celles qu'on utilise dans le service. Et c'est vrai qu'en lisant ce papier de Gérald Schank, je me suis dit, mais c'est vrai que les patients curarisés, toujours difficile d'évaluer la douleur, le BIS en réanimation, c'est pas idéal. Et en fait, il propose de faire des interruptions quotidiennes, voire pluriquotidiennes, de la curarisation chez ces patients-là pour évaluer l'analgésie-sédation. Bon, c'est tout bête, mais fallait y penser, je vais revoir ma manière de faire les choses. Voilà à peu près. La gestion de la douleur, donc il y a des recommandations, des sociétés savantes, nationales, internationales, qui existent, et je vous invite à relire régulièrement. Dans tous les cas, les experts s'accordent à dire qu'il faut mettre en place des protocoles dans vos services. Vous soignerez mieux vos patients si vous avez des protocoles, parce que c'est clairement quelque chose où on peut laisser la mainmise aux infirmiers, qui sont beaucoup plus présents que nous, médecins, dans les chambres de réanimation, pour évaluer la douleur et pouvoir avoir vraiment cette satisfaction finalement de pouvoir la prendre en charge convenablement quand c'est nécessaire. On essaie de réduire les opioïdes et on met en place des stratégies multimodales et particulièrement non médicamenteuses. Et donc là, c'est les paliers classiques de prise dentalgique qu'on va utiliser en réanimation, qui sont propres à chaque service, mais globalement, on part du paracétamol à la demande au paracétamol systématique, puis après on va monter dans les paliers jusqu'à de la douleur modérée à sévère persistante, jusqu'à l'infusion d'opiacés en continu. Actuellement, nous allons parler du deuxième inconfort qui est la dyspnée. La dyspnée, qu'est-ce que c'est? C'est un inconfort respiratoire. Il a été montré que la dyspnée peut provoquer la survenue de stress post-traumatique post-réanimation. Voilà, c'est une étude assez récente qui est parue en avril et qui a regardé la prévalence et l'intensité de la dyspnée en réanimation et son lien avec la survenue d'un trouble de stress post-traumatique à 3 mois. C'était une étude de cohorte prospective sur une dizaine de réanimations françaises et qui cotait la dyspnée, comme vous pouvez le faire, sur une échelle de 0 à 10, avec comme critère de jugement à distance la survenue de troubles de stress post-traumatique évaluée avec l'échelle IUSR. Donc il y avait plus de 600 patients qui avaient été inclus dans cette étude et on retrouvait près d'un tiers des patients, je trouvais ce chiffre assez faible, en tout cas ça dépend de vos patients, un tiers de patients qui souffraient, qui se plaignaient de dyspnée de façon prolongée. Et quand on regardait le groupe qui n'avait pas de dyspnée versus le groupe qui avait une dyspnée, il n'y avait pas de différence en termes de durée de séjour ou de mortalité. En revanche, sur la survenue du trouble de stress post-traumatique, les patients qui avaient décrit une dyspnée et cet inconfort majeur au cours de la prise en charge en réanimation étaient beaucoup plus sujets aux troubles de stress post-traumatique à distance. Donc les patients, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent de manquer d'air, ou bien de faire trop d'efforts, voire les deux, ou d'avoir l'air trop sec, donc il faut vraiment encourager aussi les systèmes d'humidification de l'air. Pour l'évaluer, c'est assez simple. Vous pouvez vous servir de votre échelle visuelle analogique que vous avez eue pour évaluer la douleur. C'est assez simple. Il y a l'échelle de Borg également qui existe, mais que je trouve, à mon sens, un peu trop compliquée pour qualifier la dyspnée chez les patients. Donc une simple VA, vous vous servez de la même réglette que pour la douleur. Ça me paraît tout à fait correct pour la prise en charge de la dyspnée. La prise en charge, elle est en particulier pharmacologique, mais également non pharmacologique sur l'adaptation des réglages du ventilateur. Privilégier les patients qui sont dans des modes assistés la nuit, mais qui ont besoin aussi de cycles contrôlés, mais peut-être de les rebasculer en cycle contrôlé. C'est ce qui est proposé dans les guidelines des sociétés Critical Care Medicine. On va parler du troisième inconfort, qui est l'anxiété. L'anxiété, elle est omniprésente en réanimation à partir du moment où le patient arrive hospitalisé en réanimation, à partir du moment où lors de l'induction, pendant la phase de réveil, après l'extubation. Il y a de nombreux stimuli en réanimation qui provoquent cette anxiété, notamment les contentions, la pose et l'ablation de drains, de cathéters, asynchronie, patient respirateur. On peut évaluer cette anxiété grâce à, comme vous voyez sur la diapo, la Face Anxiety Scale, une échelle qui est validée et recommandée en réanimation. En fin de compte, les moyens pour pallier, on va dire, au mieux cette anxiété sont assez simples. Il faut favoriser la communication, encourager le patient, le coacher, le réassurer.
Et finalement, il y a quelques publications qui parlent du concept de réassurance pour essayer d'améliorer notre langage, comme on en parlait, pour essayer de limiter cette anxiété. La difficulté du concept de réassurance, c'est que il n'y a pas d'échelle qui existe pour dire finalement ma réassurance a permis de diminuer les seuils d'anxiété. Mais ce qui est intéressant à noter dans les papiers qui en parlent, c'est qu'il faudrait arriver à s'auto-évaluer sur notre capacité de réassurance, même si je pense que c'est une qualité profondément humaine et qu'on l'a pas forcément quand on démarre notre métier et on apprend avec le temps. Mais le but pour le patient, ça reste de gagner en confiance pour surpasser les épreuves qui l'attendent en réanimation. Mais vraiment, les auteurs insistent sur le fait qu'il serait intéressant de pouvoir évaluer la capacité de réassurance. Des études qui ont montré leur intérêt quand même sur la réduction de l'anxiété en réanimation, c'est des études qui ont analysé la musicothérapie. Donc là, vous avez un JAMA qui a près de 10 ans et qui avait randomisé une grande quantité de patients en 3 groupes. Et qui avait regardé sur une échelle visuelle analogique, comme on vous a présenté, les scores d'anxiété de 0 à 100. Il y avait 3 groupes, c'était le groupe soins usuels, standard of care, le groupe qui mettait des bouchons d'oreille aux patients durant leur séjour, à leur demande, et la nuit, et le groupe qui proposait sur une playlist, alors c'était les CD à l'époque, 6 CD par une infirmière investigatrice, le patient choisissait sa musique, était formé à mettre en place la musique dans le service, dans sa chambre, pour pouvoir l'écouter à sa demande. Et quand on regarde finalement la réduction des scores d'anxiété, ici vous avez l'échelle de 0 à 100 et les scores d'anxiété cumulés au cours du séjour, on n'avait pas de diminution pour les bouchons d'oreille et les soins usuels, mais les patients qui étaient dans le groupe musique dirigée avaient une réduction des scores d'anxiété. Nous, en plus de la musique, on y reviendra plus tard, on a aussi des séances par des musiciens qui viennent une fois par semaine dans le service jouer différents types de musique. Là, je vais vous parler de la soif et c'est vraiment un symptôme les plus importants, mais vraiment à retenir parce que ça a été rapporté par les patients que c'était durant leur hospitalisation et leur intubation en réa, c'était vraiment quelque chose de très difficile pour eux à gérer. Elle est sous-traitée parce qu'elle est tout simplement sous-évaluée. Il faut vraiment en parler. Voilà, vraiment la soif, c'est un symptôme qu'il faut que vous preniez en compte parce que je pense que tous dans vos services, vous savez que c'est vraiment le symptôme le plus fréquent. Et il y a des facteurs associés à la survenue de la soif qui ont été démontrés. C'est déjà la prise d'opioïdes. De façon assez logique, la prise de diurétiques et les patients qui sont à jeun de par des pathologies digestives, en tout cas qu'on ne peut pas renourrir initialement par voie orale. Voilà, c'est les patients qui se plaignent davantage de soif. Également des balances hydriques fortement négatives, les gens qui sont hypernatrémiques et qui sont en particulier sous diurétiques, et les patients qui sont ventilés de façon mécanique. C'est assez simple la soif, vous reprenez votre échelle de 0 à 10, vous posez la question à votre patient, avez-vous la sensation de soif, oui ou non, et si oui, pouvez-vous la coter de 0 à 10. Très simple, même outil. Une étude a été faite par Judith Nelson et Kathleen Pontillo. Ce sont des infirmières qui ont fait énormément de recherches paramédicales où elles mettaient en place un bundle, c'est-à-dire un soin qui comprenait un spray d'eau froide avec des bâtonnets mentholés et un baume hydratant pour les lèvres. Et elles ont comparé ça avec les soins usuels que l'on utilise, les soins de bouche en réanimation. Et le résultat était qu'il y avait une baisse de cette sensation de soif en utilisant le bundle comparé aux soins usuels qu'on peut utiliser dans notre service. Voilà, les sociétés de critical care médecine également suggèrent cet usage assez simple de ce bundle qu'on peut tous mettre en place dans nos services, même si on rencontre toujours des difficultés pour des choses aussi simples. Voilà, des sprays à l'eau glacée, des bâtonnets, des bonbons et du baume hydratant pour les lèvres. J'ai mis cette diapo, en fait j'aurais pu mettre beaucoup plus d'articles, mais allez-y, là chez vous, les paramédicaux, c'est un champ de recherche génial. En fait, les inconforts au sens large, la soif, il y a beaucoup de recherches dessus et qui sont particulièrement issues de recherches paramédicales. Mais il y a tout un champ de publications qui reste encore à faire, surtout ces inconforts, et je pense vraiment que vous avez tout à fait votre place dans cette recherche. Enfin, on va parler des perturbations du sommeil. On sait que les perturbations du sommeil sont vraiment associées à la survenue de délirium chez les patients en réanimation. L'architecture du sommeil chez les patients de réanimation n'est absolument pas normale. Vous allez avoir des patients qui vont avoir des cycles très courts, des cycles très longs, voire quasiment pas dormir. Et il faut qu'on prenne en charge également ces troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, elles sont multifactorielles et propres à chaque patient. Il y a des facteurs modifiables comme la douleur, le bruit, les mauvaises odeurs que l'on peut sentir en réanimation et des facteurs non modifiables tels qu'un patient qui déjà à domicile présentait des troubles du sommeil.
C'est important pour nous, notamment la nuit, c'est vraiment important de favoriser le sommeil du patient, comme par exemple la prise de glycémie capillaire ou les hémoQ. Si le patient n'est pas diabétique, il n'est pas nécessaire de lui piquer le bout du doigt toutes les 2 heures. Pareil s'il ne présente pas un risque hémorragique. Et l'administration de médicaments, bien entendu, si possible, replanifier les soins pour éviter d'administrer ces médicaments au beau milieu de la nuit. Donc il y a plusieurs facteurs, notamment l'environnement, et pour ça faire attention au bruit, à la lumière dans le service, les soins, comme je viens d'en parler, une autre planification, et les symptômes physiques et psychiques, comme le but des diapos, prévenir et évaluer une meilleure prise en charge. Alors, est-ce que ça marche, les interventions de réduction du bruit dans la réanimation? Oui. On y a travaillé pas mal dans le service. En tout cas, ce qui est montré, c'est que trop de bruit dans la réanimation, c'est plus de sécrétion de cortisol, une augmentation du stress chez les patients, une augmentation de la consommation en oxygène. Il faut vraiment travailler à la réduction du bruit dans le service. Donc nous, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a un groupe de paramédicaux qui s'était vraiment intéressé au silence en réanimation. Et quand on a changé de bâtiment il y a une dizaine d'années, ils ont vraiment travaillé avec les concepteurs du service, avec Philips qui gère nos scopes, pour essayer de gérer mieux les bruits des alarmes. Et il y a eu un gros travail également de réaliser sur la gestion des alarmes en réanimation. Vous parliez des témoins lumineux qui peuvent évoquer un surcroît de bruit dans l'unité. Donc nous, on verra tout à l'heure, on a une petite oreille dans le service, alors qui est placée quand même endroit, mais en général elle est verte. Et c'est vrai que quand elle commence à s'allumer en orange ou en rouge, on sait qu'on dépasse un certain seuil de décibels qui est pas admissible pour nous tous en fait, pour les patients et pour nous aussi. Et donc, finalement, il y a eu un gros travail mis en place. Et si vous voulez le contacter, là, j'ai mis le mail de Cédric, voilà, qui a même fait le tour des services dans l'hôpital pour mieux former les soins critiques à la gestion des alarmes. On a vraiment replacé l'alarme comme un signal de danger. Et notre service, on le verra après au travers d'un petit film, il est calme, il n'y a pas de bruit. Et quand il y a du bruit, c'est qu'il faut vraiment s'alerter pour le coup. Et donc, tous les nouveaux infirmiers, les aides-soignants qui arrivent dans le service, ils sont formés à la gestion des alarmes. Au réglage affiné et au comportement qu'on doit avoir face à une alarme. Donc pour illustrer. Donc là, c'est le service de réanimation de Rangueil à 2 heures du matin. Les couloirs sont obscurs, les chambres, elles sont dans la pénombre, hormis le poste de son que vous voyez où il y a les infirmiers aides-soignants qui est allumé. Là, il est 2 heures du matin, il y a une entrée à 2 heures du matin, donc la chambre est allumée. Les ordinateurs, les scopes sont à l'extérieur des chambres pour vraiment favoriser le sommeil des patients. On arrive dans la 2e unité de l'AREA. Voilà, pareil. Là, vous voyez, en haut à droite, il y a l'oreille verte qui montre qu'il n'y a pas peu de bruit. Le scope qui sonne à l'extérieur, ça va être vite fait honoré par les infirmières aides-soignants. La 3e unité, voilà, toujours dans la pénombre, hormis le poste de soins. Et en fait, on a mis tous les postes de soins à l'extérieur de la chambre. Déjà, on n'a pas d'ordinateur dans la chambre, avec le répétiteur propre aux patients. Et en fait, on a sectorisé. Donc là, on a 26 lits de réanimation dans le service, qui sont divisés en 3 secteurs. On est en U. Donc là, on arrive à la chambre 26. Et on a des scopes qui répètent 5 patients, en fait. Et on les a à chaque extrémité et même dans les angles. Donc au final, quand il y a une alarme qui sonne, on l'a sur le répétiteur extérieur. Et après, bien sûr, dans les salles de soins. C'est vraiment une culture et c'est un vrai plaisir de travailler dans le silence. Alors, avec Fanny, on vous a parlé des 5 symptômes en réanimation vraiment importants. Là, on va vous parler d'un autre symptôme, en fait, qui est la contention physique. La contention physique, pourquoi on doit contentionner les patients intubés? C'est pour les protéger d'un risque de chute, pour éviter que le réveil soit trop agité et qu'ils risquent de s'arracher un cathéter ou de s'auto-extuber. Mais la contention favorise la survenue de délirium. Il y a un risque psychologique à long terme, c'est des souvenirs stressants, ça favorise la survenue de stress post-traumatique. Il y a un risque physique aussi, on le sait, cutané, il y a déjà eu des décès par asphyxie. Mais par contre, vraiment, la contention est vraiment prohibée lors d'un patient qui est sous VNI ou sous OHD, quand par exemple il a un problème, il a besoin d'alerter l'équipe soignante, ou un patient qui est par exemple sous VNI, qui présente des vomissements et qui ne peut pas sans sauter le masque, il y a un risque d'inhalation et de décès par la suite aussi exactement.
C'est vraiment une balance bénéfice-risque. C'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler avec le patient, d'en parler avec la famille et les proches. Et il est vraiment très important de reconsidérer l'indication des contentions physiques. Un mot sur l'ouverture des réanimations aux proches, parce que bien sûr la présence des proches, des familles améliore le confort. Hein, clairement, c'est pas forcément besoin de faire des études pour annoncer ça. Les patients montrent qu'ils ont des réductions des scores de stress. On améliore leur réassurance, hein, le fait d'avoir la famille plus présent, les proches. On augmente la motivation des patients. Pour l'équipe de soins, ça peut favoriser, ça peut mettre en difficulté, hein, c'est sûr, des équipes. Hein. D'ailleurs, notre service, on est ouvert de 14h à 21h. Donc on n'est pas H24, hein, pour être très honnête, parce qu'il y a encore des réticences. Mais voilà, c'est probablement une grande aide pour l'équipe de soins, pour les familles aussi. Hein, ça améliore la compréhension finalement des choses qui se passent vis-à-vis du patient. Ça permet d'améliorer la gestion de l'anxiété et la dépression des familles. Et ça prévient aussi la survenue du deuil pathologique. Et pour toute la réa, probablement qu'il y a vraiment encore fort à faire pour ouvrir les services H24. Mais voilà, on ne pouvait pas parler des inconforts sans parler de la place des familles. Et au final, est-ce que ça marche? Finalement, on parle des inconforts, de traiter la soif, la dyspnée, l'anxiété. Est-ce que ça marche et à quoi ça sert? Donc Pierre Calfon, qui a beaucoup travaillé sur les inconforts en réanimation, a publié cette étude il y a maintenant 3 ans, issue de tous ces travaux de recherche. Vous tapez IPREA et vous trouverez un peu tout ce qu'il a publié, et a regardé finalement l'impact de la mise en place d'un programme spécialisé de prise en charge des inconforts, d'un bundle, qui était mis en place avec des infirmières coordinatrices dans certaines unités par rapport aux unités qui étaient dans le soin usuel. Et c'était tout un bundle de prise en charge des inconforts que vous retrouverez dans le score qu'il a fait valider, qui s'appelle le score IPREA. Donc avec prise en charge de la lumière, réduction de la lumière, réduction des bruits dans la réanimation, travail sur la pudeur du patient, sur l'isolement, sur la soif, la douleur, etc. avec une cotation de ce score IPREA. Et au final, ils ont regardé l'impact à 1 an sur le trouble de stress post-traumatique. Donc les patients qui n'avaient pas eu le programme, le bundle pour la prise en charge des inconforts, avaient un taux de PTSD aux alentours de 12%. Et dans les groupes des 300 patients qui faisaient partie du bundle de soins, mais finalement, on avait une réduction significative des inconforts. Il n'y avait pas de diminution de l'anxiété ou de la dépression à 1 an. Mais dans leurs modèles multivariés, clairement, la mise en place d'un bundle de soins sur les inconforts était associée à une réduction du PTSD à distance. On a mis en place des initiatives locales. On est en train de monter un budget pour commander un brumisateur rechargeable par chambre. Dans chaque secteur de la réanimation, à disposition des pastilles mentholées. Voilà, alors c'était Gérald Schank qui m'a dit qu'eux, ils utilisent des frisques. Plutôt des frisques, donc voilà, je les ai achetés de ma poche, hein, parce que pour l'instant, la pharmacie, la cuisine, bon, personne ne peut financer les pastilles Vichy. Bon, alors, les pastilles Vichy, on les range hein, pour l'instant dans le coffre à toxiques, donc il faut quand même faire la démarche d'aller les chercher, ouvrir le petit pot, on met dans des petits pots à pipi, là, des petits pots avec le bouchon rouge, vous connaissez. Donc on va chercher le pot, on propose aux patients. Mais dans l'idée, moi, j'aimerais que ça soit dans la chambre à côté du propofol, parce que dans le chariot dans la chambre du patient, à côté des différentes ampoules, et ben, il y aura voilà, mon bundle pour la soif, avec mon brumisateur d'eau glacée. Voilà, mais là, 26 lits, c'est à peu près 200 €. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas à les acheter, donc on va finir par faire une cagnotte. Voilà, on aura un brumisateur par chambre et des petites pastilles. Et donc Gérald Schank nous disait qu'il utilisait les frisques parce qu'au pire, donc on peut les découper et si le patient l'inhale, ça fond dans la branche. Bon, voilà. Donc à vous de voir, mais c'est vrai que les patients sont hyper contents d'avoir des pastilles mentholées, même intubées, hein, trachéotomisées, hein, y a pas de souci. On a mis en place dans le service le chariot de bulles de bien-être. C'est vraiment, ça comporte tous les soins possibles pour le corps, allant du shampoing, de la crème hydratante pour le visage, de la crème hydratante pour le corps, du dentifrice, de quoi épiler, de quoi raser, des déodorants, de tout. Même moi, j'ai rapporté des produits dont je me servais plus à la maison pour ce chariot, parce qu'il y a des patients qui arrivent en urgence en fait et qui n'ont aucun produit avec eux, où la famille et les proches ne sont pas facilement joignables pour leur apporter des produits de toilette, de confort. Donc bon, en attendant, au moins si on peut les réconforter avec ça, c'est pas plus mal. Donc ceux qui sont à l'hôtel, n'hésitez pas à prendre les petits échantillons de savon. Et les filles passent leur soirée, voyez, à ranger du shampoing et autres produits de soins, des barrettes. Non, puis on maquille ceux ou celles qui veulent une petite manucure ou quand on leur épile les sourcils pendant leurs 2 mois de réanimation, on le fait.
Ça c'est une application qu'on a mis en place avec un interne là que j'ai encadré en thèse. Quentin, on a fait une appli de communication chez les patients ventilés qu'on a à disposition sur les iPads. On a réussi à se faire financer 3 iPads, on nous en a volé un déjà dans le service. On ne sait pas trop qui, si c'est les soignants ou les gens qui venaient visiter les patients. Mais sur l'iPad, en fait, on a une application où le patient va soit pouvoir montrer, soit nous on va pouvoir désigner et puis il va hocher la tête pour discuter de son confort, pour des problèmes de ventilation. Je voudrais voir quelqu'un, je voudrais un médicament, je voudrais qu'on me lave les dents, je voudrais qu'on me laisse tranquille, je voudrais mourir. Et donc vous avez toute une arborescence qui permet de naviguer et de coter bien la douleur. Par exemple, j'ai mal au dos, 9 sur 10 de façon continue et ça ressemble à un poids. Une fois par semaine dans le service, il y a des musiciens qui passent, des violonistes et tout. Et en fait, on propose aux patients qui le souhaitent que les musiciens leur jouent de la musique dans la chambre. Les casques de réalité virtuelle, c'est encore dans le protocole de recherche. Et des clés USB où il y a de la musique relaxante avec des images. Mais il y a aussi, enfin, vous le voyez sur l'image, sur la photo, on a une télé par chambre où les familles, les proches ont l'opportunité de rapporter une clé avec une playlist de musique que le patient apprécie. Et on lui passe à sa demande durant les soins avec même des photos, des fonds, des images qu'il aime sur la télé. Alors ça, faut pas le dire à mon chef de service. On parlait du chien. On a planqué le toutou dans un petit sac. C'était au moment du Covid, mais il est passé. Le patient aurait pu passer avec une bombe dans le sac. Voilà. Et il y avait le petit chien dans la valise. Et je pense qu'on a rendu heureux cet homme. Il a pleuré. Je pense qu'on a tous pleuré. Bon, on a fait venir en soins continus sous OHD ce petit chien. Voilà. Et il voulait pas voir ses petits enfants. Il voulait voir son chien. Voilà, donc c'était bon. Il y a des initiatives, comme on vous disait, il faut les inventer des fois en contournant un petit peu les choses, mais bon, on l'a fait. Pour terminer, on a fait un petit film pour vous montrer un peu la vie du patient. Donc c'est Mathilde, une de nos internes, qui est arrivée en détresse respiratoire ou déchocage, voilà, et on comprend bien l'anxiété de la situation. Elle a été intubée direct. C'est le fait. On a dormi, mais on comprend bien l'anxiété de ces situations critiques qu'on vit tous les jours et que les patients vivent quand ils arrivent dans le service. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle va se réveiller, Mathilde, alors qu'elle est intubée? Doucement, madame. Doucement. Elle est attachée. Qu'est-ce qui se passe? Doucement. Finalement, ne vous agitez pas. Doucement. Paul, donc Romain qui est infirmier, je vous qui va explique. venir lui prendre la main, l'expliquer. On vous a attaché parce que là, vous êtes intubé. D'accord? Vous vous êtes endormi tout à l'heure. Là, on vous réveille. Vous respirez avec l'aide de la machine. Mais il a caressé tout le long. C'est des sécurités pour pas vous arracher le tuyau qui est dans votre bouche. Pour le moment, vous en avez besoin pour respirer. D'accord? Voilà. Essayez de rester tranquille. Voilà. Est-ce que vous êtes inconfortable? D'accord. Vous ne pouvez pas parler. D'accord? Je vais lui réexpliquer. Donc, vous avez du mal à respirer. D'accord. Respirez tranquillement. Le respirateur va vous délivrer l'air que vous demandez. On a un outil disponible dans le service avec une tablette, comme vous ne pouvez pas parler, pour essayer de comprendre votre besoin. Est-ce que vous pensez que vous arrivez à toucher la tablette avec vos mains? Les patients peuvent être compris. Donc là, ils n'ont pas détaché la pauvre, parce qu'elle est quand même en capacité de bouger. Mais vous voyez, dans l'arborescence, elle peut aller choisir si elle veut la télé, la musique, si elle veut discuter son installation, le désagrément. Vous ne sentez pas bien. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez soif. Elle va donc signaler qu'elle a très soif. Madame, là, il est 1h du matin. Juste après, on va vous aider pour vous endormir. Mais d'abord, il faudrait que je vous fasse un soin de bouche. D'accord? Pour cela, vous allez ouvrir la bouche, je vais utiliser ces bâtonnets avec une solution pour justement vous laver les dents. Est-ce que vous sentez prête là? Est-ce que vous vous sentez prête? Allez. Ouvrez grand la bouche. Toujours réexpliquer aux patients les soins. Et ça va être l'heure de dormir, du coup, comme il est 1h du matin, je vais tout vous éteindre, d'accord? On fait ça en garde, donc c'est 1h30. Maintenant qu'on vous a fait le soin de bouche, et le casque de réalité virtuelle, on n'a pas encore tout à fait trouvé sa place, justement, pour profiter un petit peu d'un moment de détente. Est-ce que ça vous ferait du bien? Voilà. Après, il lui propose de détacher les contentions, donc elle va détacher. Encore une fois, revoyez les indications de vos contentions et quand vous pouvez, vous les détachez les patients. Donc ça, c'est Sabrine, qui est une de nos internes, qui va venir se présenter, dire qui elle est, et donc qui va reposer les 5 questions comme on a évoqué, pour l'évaluation de la douleur. Et pour respirer, ça va un petit peu mieux? On a gardé sa montre pour la vidéo, en général, elle n'a pas la montre. J'ai mieux emmené la respiration, mais vous avez encore besoin du tuyau qui vous aide à respirer. D'accord? On l'enlèvera le plus tôt possible. Ok? Au niveau du moral, ça va?
Ouais. Et pour le sommeil, vous arrivez un petit peu à dormir la nuit? Oui. Le sommeil, toujours que vous pouvez évaluer avec une échelle visuelle analogique vous avez soif assez simple. La soif également, et je vous rappelle le bundle de soins, tout à l'heure, le lipstick, des pastilles mentholées et du spray rafraîchissant. D'accord. Et voilà, c'était pour vous illustrer le chariot. Alors en général, le chariot, on ne le rentre pas dans la chambre. Mais donc Laura, qui est infirmière, va pouvoir proposer aux patients les différents soins. Le maquillage, aussi, on peut faire également. C'est vraiment quelque chose, je pense que l'équipe aide-soignante peut s'emparer de ça. C'est un soin très humain, il y a du toucher, vraiment on prend soin de l'autre. Voilà, donc elle a eu droit à son petit masque, un massage et après à du parfum. Mais bon, quand on est en réanimation depuis 3 semaines, qu'on nous lave pas, si on ne lave pas les dents 3 fois par jour, on n'a pas enlevé le vernis qu'on avait sur les ongles, enfin, c'est important, il faut vraiment, c'est des soins primaires, on est des techniciens, mais il faut vraiment se recentrer sur des soins humains. Donc au final, en conclusion, c'est ce que je disais, essayer de recentrer sur le patient et pas que sur la maladie. Il y a le côté technique, on est vraiment des bons techniciens, mais il faut se rappeler que c'est pas des machines qui sont là, ça reste des patients et des humains. Ces inconforts, ils sont indispensables à évaluer, et je vous ai dit l'acronyme DAS, douleur, dyspnée, anxiété, soif, sommeil. Déjà, si vous faites ça, ça sera très bien. Après, on aurait pu faire une liste beaucoup plus importante d'inconforts. Une échelle simple, une échelle visuelle analogique, ça vous permettra vraiment de montrer que vous prenez en compte ces inconforts auprès de vos patients et de pouvoir les coter pour regarder l'impact de vos interventions. Les contentions, on en a parlé, ça nous paraît, c'est vraiment primordial aussi, mais réévaluer et ayez des protocoles de contention dans votre service. Donc, très simple, une échelle. Je pense qu'on va faire ça pour les nouveaux infirmiers qui arrivent et les nouveaux internes. Je vais leur faire une petite plaquette plastifiée recto verso avec donc notre VA de 0 à 10 ou bien une échelle verbale simple pour les patients qui auraient du mal à coter tous ces inconforts de 0 à 10. Là, il y a le petit rappel des 5 inconforts, douleur, dyspnée, anxiété, soif, sommeil, et l'échelle, la Face Anxiety Scale pour l'anxiété. Et donc un petit rappel au dos, je pense, donc pour la douleur, avoir vraiment des protocoles d'analgésie dans votre service. Pour la ventilation, essayer d'optimiser les réglages. Les opioïdes peuvent réduire la sensation de dyspnée. Pour l'anxiété, la place de la réassurance, de l'humanité, de l'empathie, elle est indispensable, même si on a beaucoup de soins à faire, si on a beaucoup de travail. La musique, la présence des proches. Pour la soif, on n'oublie pas le bundle de soins très simple qui a montré son efficacité. Et pour le sommeil, et de façon générale, on essaie de réduire les bruits, les lumières et de mieux planifier les soins tout en prenant en compte les plaintes physiques et psychiques des patients. Voilà, je voulais remercier notre service, nos internes qui ont été adorables. C'est pas facile d'avoir une sonde d'intubation et pendant une demi-heure dans la bouche. Elle a été coupée, je vous rassure, mais c'était pas très évident. Et toute l'équipe du service de réanimation, des aides-soignants, en passant par les infirmiers, kinés, psychologues, diètes, voilà, et toute l'équipe médicale et paramédicale qui a à cœur de limiter les inconforts dans notre service. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous deux. On est en hors délai, je suis désolée. Je vais inviter tous ceux qui ont des questions à poser sur le dernier topo directement à aller voir Fanny et j'ai oublié et Delphine. En tout cas, je voulais conclure cette session comité Réa, comité IDE sur le confort en Réa. En remerciant les 5 intervenants, c'était vraiment très, très chouette de voir ces différentes interventions qui nous montrent qu'on a encore beaucoup de travail pour améliorer la vie tous ensemble dans nos réanimations. Merci beaucoup. Merci. Merci.